Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes parlementaires. C'est une tradition, en ce début janvier, nous vous proposons de suivre en direct tout au long de la semaine les cérémonies de vœux du président de la République. L'occasion, souvent, pour François Hollande de faire passer des messages politiques, hier devant les membres du Conseil constitutionnel et aujourd'hui devant ce qu'on appelle les corps constitués. Ce sont les membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes, du Conseil supérieur de la magistrature ou encore de la Cour d'appel de Paris. Direction donc le palais de l'Élysée où on va écouter dans un instant le président de la République alors qu'une allocution est en train de se faire juste avant celle du président. On l'écoute. Centrale, matrice de la nation, à laquelle, de la monarchie à la République, il est consubstantiellement lié. L'État répond de son héritage, il défend ses intérêts et ses valeurs, il porte ses espoirs. Par-delà les péripéties de notre histoire, aussi douloureuses fussent-elles, l'État est aussi le garant de la continuité de la vie de la nation et de l'expression démocratique de la souveraineté. Pour remplir le rôle qui lui est confié, une administration est placée à son service. Elle repose sur des règles qui paraissent immuables, mais conservent leur pertinence, autour des principes d'impartialité, d'égalité, de continuité et d'adaptation des services publics, ainsi que d'une forte déontologie des fonctionnaires. Bien que perfectibles, ces bases sont solides. Mais l'État comme l'administration qui le sert sont aujourd'hui remises en cause par des mutations profondes. La globalisation, l'intégration européenne et la nouvelle dévolution interne des pouvoirs. Ces changements profonds redessinent notre conception de la puissance publique et du rôle de l'État, infiniment moins tutélaire et maître du jeu que naguère. Pourtant, l'État reste plus que jamais nécessaire et attendu, alors même qu'il est limité, encadré, contourné. Le besoin d'État n'a jamais été aussi pressant. Nous avons besoin d'État pour exprimer une volonté nationale et l'intérêt général. Nous avons besoin d'État pour penser et faire vivre la cohésion sociale et territoriale, car il n'y a pas de solidarité plus profonde que dans le cadre national. Nous avons besoin d'État pour donner sens et cohérence à l'inscription de la France dans le monde global que nous habitons. Au regard des exigences pressantes qui pèsent sur notre pays, les décideurs publics ici réunis sont très conscients de leurs devoirs. Ils se sentent profondément au service de la société et responsables du bon accomplissement des missions qui leur sont confiées. Dans le contexte actuel, l'un des défis qu'ils doivent relever est le développement d'une vision stratégique de long terme dans la gestion des affaires publiques qui ne cède pas à la dictature de l'instant. Ce défi implique qu'ils se projettent résolument dans l'avenir et mettent en œuvre de courageuses réformes internes. Les serviteurs de l'État ne craignent pas ces réformes. Ils savent que des choix doivent être faits, des priorités définies et des économies réalisées. Ils savent que les cloisonnements doivent être surmontés et les redondances supprimées. Ils savent que la coopération et les synergies sont la base de meilleurs services publics. L'exigence de performance s'impose évidemment à eux et elle est assumée. C'est pourquoi l'administration souscrit avec conviction au projet du gouvernement de modernisation de l'action publique et entend y jouer un rôle déterminant. Lucide sur ses devoirs, l'administration ne peut cependant les remplir que si son action est entourée de garanties, non point pour elle-même, mais pour permettre un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Cette conception, nous savons, Monsieur le Président de la République, que vous la partagez et que vous êtes attaché à en faire une réalité quotidienne. L'administration doit être loyale, elle doit aussi être respectée. Elle a été critiquée pour son conservatisme ou son arrogance, mais ces critiques relèvent pour une large part d'une méconnaissance de ce qu'elle est et fait. En fait, l'administration n'apprécie rien tant que de seconder des ambitions fortes au service du pays. Elle est et doit être une force de proposition autant qu'un acteur déterminant de la mise en œuvre des politiques publiques. Ainsi, l'État sera d'autant plus efficace que ses serviteurs
seront pleinement associés au choix du gouvernement. Mais l'État ne peut non plus être l'unique solution aux difficultés que notre pays affronte. Tous les autres acteurs publics, y compris les collectivités territoriales, toutes les forces de la société civile doivent être partie prenante. L'État doit cependant prendre, de manière sereine et déterminée, sa juste part. J'ai parlé des services publics en général. Je veux parler de l'un d'entre eux en particulier, la justice, qui est aussi un pouvoir public et qui assure, en dernier ressort, la garde de notre pacte social et de la promesse de la République. Pour elle aussi, pour elle surtout, des garanties sont nécessaires. Il n'y a pas de justice sans séparation des pouvoirs, ni sans indépendance et impartialité des juges. Il en résulte de grands devoirs pour les juges eux-mêmes, mais aussi pour l'exécutif et le Parlement. L'équilibre des pouvoirs, qui est au fondement de la démocratie, n'a émergé dans notre pays qu'au terme d'une histoire longue et chaotique. Chaque fois qu'elles se sont produites, les interférences, voire les ingérences dans le cours de la justice, aussi blâmables que vaines le plus souvent, ou encore les attaques contre les juges, ont porté atteinte à notre Constitution et jeté le soupçon sur une institution qui, plus que tout autre, doit être exemplaire et respectée. L'autorité et l'indépendance de la justice exigent des autres pouvoirs qu'ils fassent preuve à son égard d'une retenue et d'un sens des responsabilités que je sais être les vôtres. De cette indépendance, vous êtes le garant. Ici encore, c'est bien de fonctionnement régulier des pouvoirs publics qu'il s'agit. Monsieur le Président de la République, chacun des décideurs publics aujourd'hui rassemblés sait que sa responsabilité est grande, car l'espoir placé dans l'État et l'ensemble de nos services publics est à la hauteur des défis que notre pays doit relever. Notre mission est d'incarner une nouvelle puissance publique, attentive à ses partenaires, moins dominatrice et résolue à s'adapter pour prendre sa part du projet collectif de notre pays. Cette ambition est aujourd'hui largement partagée. Il nous appartient en 2013 de lui donner plus de réalité et plus de force. Tel est, Monsieur le Président de la République, l'ultime vœu que je forme pour cette nouvelle année. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'abord, Monsieur le vice-président, pour votre propos, son caractère élevé et le sens de l'État que vous avez rappelé. Nous renouons ce matin avec une heureuse tradition, celle qui consiste à réunir, au seuil de la nouvelle année, les dirigeants des grandes administrations, des institutions publiques, les plus hautes magistratures du pays, de façon à ce que le Président de la République adresse au-delà de vous ses vœux aux serviteurs de l'État. Que le chef de l'État présente ses vœux à l'État, permettez-moi cette formule, quoi de plus normal? Mais l'État, ce n'est pas une abstraction. Ce sont des femmes, des hommes qui ont choisi un métier. Plutôt qu'un métier, une vocation. J'en étais. Qui ont décidé de servir l'intérêt général et qui sont demeurés, contre vents et marées, fidèles à cet engagement. Je les sais légitimement fiers de leur mission. Les services publics dans notre pays, vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président, sont à la fois indispensables au progrès économique et social et en même temps inséparables de la cohésion nationale. Et j'entends réaffirmer ici, aujourd'hui, le respect et la considération que je porte à ceux qui les animent, c'est-à-dire les fonctionnaires. Ils assument, à quelque niveau de leur responsabilité, la continuité de l'État. Et je leur sais gré d'avoir su accompagner les premières étapes de l'alternance voulue par nos concitoyens. Les Français ont choisi en mai dernier le changement,
C'est mon devoir de créer les conditions pour le traduire, mais c'est également la responsabilité des administrations de rendre applicables et appliquer les décisions de l'État. Notre tâche commune, c'est de redresser la France dans l'unité et même dans l'apaisement, de maîtriser son endettement, de donner aux entreprises les marges et les moyens de retrouver leur compétitivité, de restaurer autant qu'il est possible l'attractivité de notre pays pour qu'il soit de nouveau un espace de création d'emplois, de richesses et de confiance pour les jeunes générations. Dans cette vaste aventure, car c'en est une, les efforts sont demandés à chacun, et donc d'abord à l'État. La réduction de nos déficits est inscrite dans la loi de finances pour 2013 et dans la trajectoire triennale que le Premier ministre a fixée. Ce sont cette année 10 milliards d'économies que nous devrons dégager sur le budget de l'État, tout en préservant les secteurs prioritaires, l'emploi, l'éducation, la justice et la sécurité. Pour y parvenir, la mobilisation la plus large est requise. D'abord, au niveau le plus élevé que vous représentez. Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les préfets de région en sont notamment chargés. Avec le Premier ministre, je les réunirai régulièrement, une fois par trimestre, pour suivre l'application des grandes politiques publiques sur le territoire national. Mais l'État doit aussi se réformer lui-même pour être toujours digne de l'attachement qui est grand de la part des Français en lui. Notre nation, et vous l'avez une nouvelle fois évoqué, Monsieur le Vice-président, est singulière en Europe. Elle s'est construite autour de l'État et par l'État. C'est lui qui, dans les époques glorieuses, comme dans les années plus douloureuses, a su garantir les règles de la vie en société et préserver le pacte républicain. Mais pour rester pleinement au service de nos concitoyens, l'État doit s'adapter en permanence. Et cet impératif de mutation, de rénovation, mais également de permanence, recouvre 4 exigences. La première, c'est que l'État doit savoir anticiper. C'est son rôle de prévoir les mutations de la France, du monde, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est à lui qu'il revient de porter une vision cohérente de l'avenir. C'est l'esprit de la création d'un commissariat général à la prospective et à l'évaluation qui sera donc annoncé dans les jours qui viennent. Il associera les partenaires sociaux, les meilleurs experts de la société et donc de l'administration. Les nouvelles technologies, les promesses de la biologie, les défis climatiques, les déséquilibres démographiques, les évolutions géostratégiques, les changements culturels, tout cela sera en débat. Et toutes les chances devront être saisies. Toutes les mutations devront être préparées. Tous les risques devront être identifiés. Ce sera la fonction de cette nouvelle institution. Elle sera associée à la stratégie d'investissement que j'ai demandé au Premier ministre de préparer pour dessiner la France d'ici la fin de la décennie. Nous avons besoin de connaître, non pas ce qui va se passer, mais ce que nous devons faire en tant qu'État, en tant que nation, pour être en avant, les meilleurs dans la compétition. L'État doit ensuite être un facteur de cohérence. Diverses considérations, dont certaines sont sans doute respectables, ont amené ces dernières années à démultiplier ce qu'on appelle les démembrements de l'État. On compte aujourd'hui 38 autorités administratives indépendantes, mais aussi 1200 opérateurs ou agences. Le résultat, c'est une certaine dévalorisation des administrations centrales, mais c'est aussi une dilution de l'État.
une perte d'impulsion politique. Cette tendance doit être non seulement interrompue, mais inversée. J'ai demandé au gouvernement d'être à la fois plus restrictif dans les créations d'organismes autonomes, que beaucoup lui demandent une nouvelle fois de multiplier, et de rechercher, chaque fois que ce sera pertinent, leur regroupement. Je veillerai à ce que ces agences, qui doivent rester indépendantes, c'est pour cela qu'elles ont été créées, puissent, dans leur fonctionnement comme dans leur budget, néanmoins être davantage contrôlées. Être indépendant ne veut pas dire être indépendant des missions que l'on peut assigner à l'ensemble des administrations. La Cour des comptes en nous fera rappel autant que nécessaire. Elle le fait. L'État doit également se moderniser. Pour la première fois dans son histoire, en tout cas l'histoire administrative, notre pays conduira une évaluation approfondie de ses grandes politiques publiques. C'est l'ensemble de l'action publique qui sera examinée, pas simplement celle de l'État, mais aussi celle des collectivités territoriales et des grands opérateurs sociaux. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'une RGPP qui a eu mauvaise presse et qui ressurgirait sous un autre nom. Il ne s'agit pas non plus d'une logique de soupçon. Il ne s'agit pas de cette facilité bien connue et dans toutes les sensibilités qui prétendraient placer les seules activités marchandes dans la colonne positive du bilan national, tandis que les services publics seraient considérés comme un fardeau. Je rappelle d'ailleurs que parmi les premiers facteurs d'attractivité de la France, aux yeux des investisseurs étrangers, figurent la densité et la qualité de nos services publics et de nos grandes infrastructures. Évaluer donc les services publics, ce n'est pas les contester, c'est au contraire leur donner tous les moyens de leur efficacité et même de leur légitimité. Parce que quand j'apprends que dans tel ou tel domaine, nous obtenons de moins bons résultats, ça peut arriver, que nos voisins, alors que nous y consacrons davantage de ressources, j'en conclus qu'un examen est souhaitable pour ne pas dire indispensable. Il existe par exemple plus de 7000 aides différentes aux entreprises. En sont-elles conscientes? Je ne suis pas sûr que leur satisfaction soit à la hauteur du nombre d'aides qui leur sont destinées. 80 milliards d'euros qui méritent là encore d'être évalués pour être plus pertinentes encore. Il conviendra aussi de regarder les frais de gestion de certains dispositifs, de certaines aides à des secteurs économiques ou sociaux, et de mesurer à chaque fois leur utilité, c'est-à-dire finalement leur pertinence par rapport à ce qu'a été la volonté du législateur ou du gouvernement. Nous devrons repérer les effets d'aubaine, il y en a, organiser pour rendre au meilleur coût les services publics, rechercher comment nous pouvons encore améliorer nos résultats. Je n'invente rien. Dans les années 60 ou 70, existait déjà une procédure, la rationalisation des choix budgétaires. Nous étions pourtant dans une période d'euphorie, ce qui n'empêchait pas la raison de prévaloir. Il y avait même eu une recherche économique particulièrement audacieuse sur cette rationalisation. Curieusement, à mesure que les difficultés sont arrivées, nous avons perdu et les outils, et la pertinence, et même la logique de cette évaluation. Eh bien, nous devrons y revenir. Cet exercice de vérité est l'une des clés du redressement de la France, parce qu'il nous permet d'être plus intelligents, plus forts collectivement, et pas simplement d'appliquer des ratios mécaniques qui découragent, parce qu'ils n'ont aucun sens, aucune pertinence, aucun fondement. Cette méthode d'évaluation a déjà été engagée par le gouvernement, concerne 40 politiques publiques, il y en aura d'autres. L'État doit enfin simplifier la vie de nos concitoyens. Simplifier, ça veut dire déjà faire simple. Et nous avons tous une tendance que nous connaissons de faire plutôt compliqué pour montrer que nous sommes plus intelligents que d'autres. Eh bien, il nous faut inverser cette tendance-là aussi de notre tempérament national. Ça vaut pour tout le monde. Chaque année, nous sommes
sous une comptabilité qui peut quelquefois nous rassurer, qui devrait nous inquiéter, parce que notre pays accumule 2000 lois, 26 000 décrets, 16 000 pages de circulaires. A-t-on lu tout cela, y compris parmi les corps constitués? Donc toute création d'une norme nouvelle sera accompagnée de la suppression d'une autre. Là encore, je n'invente rien, j'ai entendu cela tant de fois. Incantation qui n'a pas trouvé sa traduction. Alors, il faudra faire preuve d'une certaine obligation, coercition même, et d'abord auprès du gouvernement, des ministres, qui, quelles que soient les alternances, surtout quand il y a alternance, veulent leur loi pour laisser leur nom dans l'histoire. Quelquefois, c'est fâcheux. Donc, moins de lois, des lois plus courtes, moins bavardes, moins confuses. Mais ça vaut aussi pour les règlements, les décrets d'application, qui tardent toujours à venir. Et souvent, ils sont publiés lorsque la nouvelle loi est intervenue qui les rend caducs. Comment veut-on que nos concitoyens, ensuite, s'y reconnaissent? Je voudrais aussi insister sur une fâcheuse méthode qui, au nom du droit de l'environnement, a consisté pour certains groupes à porter des recours abusifs, motivés par des intérêts purement pécuniaires. Et donc, nous devrons veiller à les sanctionner. De la même manière, nous devrons réduire un certain nombre de normes, tout en poursuivant le même objectif pour le droit de l'environnement et de l'urbanisme. Simplifier l'action publique supposera aussi de remédier à l'empilement des organismes consultatifs, créés souvent au cas par cas. 100 commissions dont l'utilité n'est pas démontrée seront supprimées en 2013, soit 15% du total. C'est finalement assez peu. On me dit que le pourcentage sera porté à 25% d'ici le mois de juin. Il faut garder le rythme et limiter autant que possible les consultations à travers des commissions. Par ailleurs, trop de textes, de lois ou de règlements doivent être réduits et c'est la responsabilité de chacun, je l'ai dit. Simplifier toujours doit être considéré pour les agents publics non pas comme une contrainte nouvelle, mais comme une valeur positive, comme un gage de clarté, comme une condition de l'efficacité. La France a besoin d'un État stratège qui anticipe, d'un État cohérent qui met l'ensemble des administrations dans les mêmes objectifs et dans les mêmes buts, dans les mêmes perspectives, d'un État moderne qui s'adapte aux circonstances, d'un État efficace, c'est-à-dire simple dans ses méthodes, et qui mette tous ses moyens, et il y en a des moyens dans nos administrations, au service des Français. Pour servir ce dessein, nos services publics doivent être en toutes circonstances des exemples, et donc respecter les principes qui leur servent de fondement, au premier rang desquels l'impartialité, la neutralité, la laïcité. Ce sont là des règles de portée générale qui ne sauraient souffrir d'aucune exception. Elles valent dans toutes les circonstances, sur tous les sujets et dans tous les établissements relevant du service public. Vous avez évoqué, Monsieur le Vice-président, la situation de la justice. Vous avez rappelé ces règles pourtant évidentes et qui n'ont pas toujours été respectées. Il n'y a pas de justice sans séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de justice sans l'impartialité de ceux qui ont la lourde tâche de rendre des décisions au nom du peuple français. Il n'y a pas de justice quand l'exécutif se laisse aller à des ingérences. Je suis, comme chef de l'État, et vous l'avez une nouvelle fois souligné, le garant de l'indépendance de la justice. J'assumerai pleinement cette exigence et j'engagerai donc avec le gouvernement au printemps, sous la responsabilité de la garde des Sceaux, une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, avec deux objectifs.
soustraire entièrement, je dis bien entièrement, cette institution toute influence politique et consacrer son rôle dans la nomination de la hiérarchie du parquet comme du siège. Nous célébrerons au cours de l'année 2013, cet été, le 30e anniversaire du statut des 3 fonctions publiques. Ce sera l'occasion de consacrer les règles déontologiques qui s'appliquent aux agents publics et de mettre en œuvre les préconisations du rapport de la commission de Lionel Jospin et de votre propre rapport, Monsieur le Vice-président, sur la prévention des conflits d'intérêts. Mais au-delà de cette précaution, de cette sagesse, l'administration doit aussi faire un effort pour être plus diverse, plus représentative de la société dont elle est l'expression. Diversité des origines, des parcours, des formations, des territoires, des quartiers. Et les préparations au concours administratif devront tenir le plus grand compte de cette priorité. Je souhaite également, il y a encore quelques efforts à faire, une administration exemplaire à tous les niveaux de la hiérarchie sur l'enjeu de la parité. Et les nominations qui sont faites chaque mercredi au Conseil des ministres tiennent compte de cette exigence. Non pas une obligation, mais de cette nécessité de faire que notre administration ressemble à la société française à tous les niveaux de la hiérarchie. J'attends enfin des services de l'État qu'ils soient toujours plus attentifs aux aspirations des usagers, qui changent en fonction aussi des technologies. L'information doit être plus transparente, les procédures plus intelligibles et les citoyens davantage associés aux décisions. Et ces nouvelles technologies nous permettent de répondre à cette volonté de dialogue. Et je vous invite à exploiter toutes les possibilités, ce que vous faites toujours davantage. L'action publique n'est pas simplement celle de l'État. Elle est aussi celle des collectivités locales, qui représentent, chacun le sait, plus de 75% de l'investissement public. Et beaucoup de dispositifs qui sont lancés par l'État ne peuvent entrer en application que si les collectivités locales elles-mêmes ou d'autres acteurs y participent. Je pense aux emplois d'avenir, à la politique du logement, mais aussi à la politique de l'emploi. Et c'est pourquoi j'ai grande confiance dans tous les agents des fonctions publiques, et notamment de la fonction publique territoriale, pour poursuivre les objectifs qui peuvent nous être communs. C'est pourquoi le Parlement examinera au printemps un texte qui permettra à l'histoire de la décentralisation de franchir une nouvelle étape. Cette loi jettera les bases d'une mutation progressive, forcément progressive, trop lente pour certains, trop rapide pour d'autres, de la carte des territoires. Son principe, c'est la simplification. Trop d'interventions croisées, de chevauchement, de compétences, d'empilement d'échelons ont alourdi à l'excès les règles du jeu pour les acteurs économiques et sociaux, et même pour les citoyens. Compétences seront donc clarifiées, le rôle des régions et des métropoles sera consolidé, la mutualisation, voire l'intégration entre certaines collectivités sera encouragée. Pour chaque type de compétence, une collectivité chef de file sera identifiée. Je souhaite que cette nouvelle étape inaugure de nouvelles relations entre l'État et les collectivités locales, fondées sur le respect, la complémentarité, mais aussi l'obligation de mettre en œuvre des moyens plus limités pour atteindre des résultats plus grands. La puissance publique, elle est une. Elle n'est pas indivisible, mais elle est une. Il y a l'État, les administrations sociales et les collectivités locales. Chacun de ces niveaux a ses propres responsabilités, ses propres compétences et ses propres libertés. Elles doivent être respectées. Mais tout doit converger vers les mêmes objectifs. 2013 est une année où il nous faudra faire preuve de ténacité, de volonté, et même, je vais employer le mot, de patriotisme.
Nous avons besoin du concours de tous les agents des services publics. Ce sont eux qui montrent l'exemple. Nous avons besoin de tous ceux qui, bien au-delà des fonctions publiques, aiment leur État, leur nation, leur pays, et qui sont convaincus, comme vous, comme moi, de ces immenses atouts, de ces grandes ressources, de ces capacités de rebond, et donc de nos possibilités de réussir. Nous avons besoin aussi d'exemples, de bons exemples. L'histoire nous en offre de beaux et d'éclairants. Je me trouvais il y a quelques jours dans la ville de Louviers, en Normandie, dont Pierre Mendès France fut l'élu pendant de longues années. J'ai tenu à m'associer à l'hommage qui lui était rendu à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort. Et ces leçons demeurent encore d'actualité aujourd'hui. Quelles sont-elles? La vérité, sans laquelle il ne peut pas y avoir adhésion d'un pays, mais aussi la volonté, sans laquelle il ne peut pas y avoir transformation d'une nation. Il n'avait pas eu l'occasion de gouverner longtemps. Ceux qui ont en charge le pays ont la durée. Et cette durée ne doit pas être négligée. C'est un atout. Et donc tout doit être fait dans le temps qui est donné par le suffrage universel pour agir. Mais l'administration, elle n'a pas de limite de temps. Ce que vous représentez vaut au-delà de ceux qui gouvernent. C'est vous qui allez permettre, à travers cette permanence, cette constance, cette volonté qui vous anime, à notre pays d'être au rendez-vous de l'histoire. Les défis changent à chaque époque, rien ne se répète, et même les sorties de crise ne se ressemblent en aucune façon. Chacun connaît le contexte d'aujourd'hui, une Europe qui sort de la crise de la zone euro, un monde encore incertain, mais avec aussi des signes de reprise, mais également des inquiétudes compte tenu de l'instabilité d'un certain nombre de marchés. Mais il y a une chose sûre, c'est que l'État en France doit jouer pleinement son rôle. Et si tout ne dépend pas de lui, c'est vers lui, à chaque fois que les Français se tournent pour leur protection ou pour la préparation de leur avenir. Et c'est vers le chef de l'État, pour l'exercice de la responsabilité, que les Français se tournent aussi. Car il n'y a qu'un responsable, celui qui est élu et qui doit rendre compte. J'ai fixé nos principes et nos priorités pour 2013. L'inversion de la courbe du chômage à la fin de l'année. C'est difficile. Et c'est parce que c'est difficile qu'il faut se donner cet objectif. C'est parce qu'il n'est pas acquis d'avance. On me le fait souvent rappeler. Si c'était acquis d'avance, ce ne serait pas un objectif. Mais c'est parce que nous avons tous conscience que si notre pays connaît encore cette montée qui paraît inexorable encore pour quelques mois du chômage, il ne pourra pas retrouver confiance en lui-même. Alors, cherchons la croissance, il y a des moyens pour ça, et je fais davantage confiance aux forces économiques par rapport à tout autre instrument. Allons chercher de l'investissement parce que c'est nécessaire pour la préparation de l'avenir. Allons chercher les moyens pour inventer des politiques, notamment pour l'emploi des jeunes, pour l'insertion des chômeurs. Faisons confiance aux partenaires sociaux. Dans quelques jours, dans quelques heures, une négociation très importante va se conclure. Et ensuite, mettons en œuvre. Ça, c'est la première priorité. La seconde, c'est la préparation de l'avenir à travers une nouvelle génération d'investissements, publics comme privés. Et enfin, la troisième, c'est les moyens donnés à la jeunesse pour bâtir son destin. Mesdames, Messieurs, je sais pouvoir compter sur les corps constitués, qui disent bien ce qu'ils représentent. Une force pour la France, à condition de vous faire confiance et de vous mobiliser autour d'une grande tâche qui est aussi une grande espérance, la réussite de notre pays. Merci.
Voilà pour les vœux de François Hollande devant les corps constitués en direct à l'Élysée. François Hollande qui est revenu évidemment sur ses grands principes et notamment ce grand axiome, de nouveau l'axiome pour le mois de janvier, celui du discours et de l'exercice de la vérité. Il a encore une fois cité Pierre Mendès France comme il le fait depuis ses vœux lors du 31 décembre. On a pu entendre encore lors de ce discours un grand débat sur la politique et l'administration en France, sur l'évaluation des politiques publiques et évidemment sur les efforts que devait faire chacun en la matière. On retrouvera à 18h, encore une fois, en direct de l'Élysée, le président, il s'exprimera devant les autorités religieuses. Les partis politiques aussi font leur rentrée à l'occasion de la présentation de leurs vœux à la presse. Vous pourrez également les suivre en direct sur nos antennes tout au long de la semaine. Et le premier parti à s'exprimer, c'est celui du Front National. Marine Le Pen a pris la parole il y a quelques minutes depuis son siège à Nanterre, en région parisienne. On l'écoute. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence nombreuse à cette conférence de